le réalisateur qui va vous en parler un petit peu tout à l'heure du film. Voilà, donc j'ai écrit un essai, un premier essai, qui est épuisé à l'heure actuelle, qui s'appelait De Göbekli Tepe à Sumer. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, le connaissent. Et je viens d'en sortir un autre qui s'appelle La jeunesse de l'humanité, l'émergence de l'homme. Et il va un autre qui va sortir au mois d'octobre. Et puis ensuite, il y aura une série d'essais qui va sortir petit à petit tous les ans. Hein. Donc en 2018, il y en a un qui va parler du Doggerland, les terres englouties en mer du Nord. Hein. Voilà. Et de ces essais, bon, c'est vrai que ce ne sera que le premier, malheureusement, qui aura... Il y aura un film qui sera extrait de ce livre, malheureusement, il n'y en aura pas d'autres parce que c'est vrai que c'est très difficile. C'est vraiment un challenge, vous allez le voir. Hein. Surtout que nous avons travaillé ce film, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille dessus comme des fous. Donc on travaille dessus, mais on n'a pas d'équipe, on est vraiment une association et on a tout fait nous-mêmes, pratiquement. J'ai fait les scénarios, Jean-Raymond qui est à côté de moi, que je vais vous présenter, a fait donc, les montages, la musique, il est à la caméra, enfin bon, on a endossé toutes les casquettes. Et malgré tout, vous allez le voir, vous allez peut-être en juger par vous-même, que c'est un film de qualité. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui nous tient énormément à cœur, et moi d'autant plus que c'est vraiment un rapport avec mon essai directement. Hein, donc, voilà. Voilà, je te passerai un petit peu le micro qui te présentera. Alors déjà, première chose, est-ce que vous nous connaissez déjà? Est-ce que vous avez entendu parler de nous? Non, pour certains, alors bien sûr qu'il y en a qui me connaissent bien, oui, il y en a qui viennent de Béziers, c'est ça, hein, de Béziers pour venir nous voir, voilà, donc on a vraiment... De La Rochelle, voilà, La Rochelle, merci à tous d'être là déjà et de participer un petit peu à ce message. Parce que c'est vrai que l'histoire a besoin d'être réécrite. Alors je me présente un peu pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis paléontologue, voilà, hein, donc c'est une des branches de l'archéologie qui étudie, on va dire, les ossements fossiles, et pas forcément que ça, hein, mais c'est vrai qu'il étudie, c'est mon cas, l'hominidé, voilà. Ça c'était au départ ma carrière. C'était ma carrière, donc j'ai suivi un cursus classique, hein, universitaire classique, et puis un beau jour, ma carrière a basculé, je suis tombée dans l'autre côté, la zone d'ombre, on va dire, et je me suis rendu compte petit à petit, trouvaille après trouvaille, que finalement, l'histoire ne correspond pas du tout à ce qu'on nous enseigne. Et là, je vais vous en donner des preuves petit à petit par rapport au film. Et par rapport à certaines découvertes archéologiques récentes, je pense par exemple à Littlefoot, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est un hominidé très ancien qui, pour ceux qui le connaissent, on va dire remet complètement en question certains dogmes acquis, et notamment les travaux du pape de la paléontologie que vous connaissez certainement, qui s'appelle Yves Coppens, qui est le découvreur de ceci. Voilà, donc ce Yves Coppens soutient une théorie qui est, on va dire, ça reste quand même une théorie, on n'a pas vraiment de preuve de ça, parce que la preuve c'est qu'elle vient de tomber à l'eau avec la découverte de Littlefoot, justement, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et malheureusement, on a beau avoir des faits, des évidences à l'heure actuelle, et pourtant l'Académie ne remet ne remet jamais ces dogmes en cause. Pour l'instant, ce sont vraiment des pontes de la paléontologie ou de l'archéologie qui ont écrit des travaux qui ont mené toute leur carrière, et ils ne reviendront pas dessus parce que sinon, toute leur carrière tombe à l'eau. Donc, on reste sur ces anciennes théories. Et malheureusement, tout ce qu'on a pu trouver entre-temps, reste dans les tiroirs, on le sait, on en a des preuves, voilà. Et malheureusement, vous allez le voir, je vais vous étayer tout ça de preuves concrètes, ne vous en faites pas, je ne vous raconte pas tout ça en l'air, vous allez le voir à travers le livre, à travers le film. On va vous donner des preuves archéologiques, des preuves qui sont dans des textes fondateurs, hein, aussi bien la Bible que tous les textes sumériens et cuneiformes.
Et bien sûr les trouvailles archéologiques, parce que sans ces trouvailles-là, on n'en serait pas là où on en est. À l'heure actuelle, donc on a découvert, vous connaissez peut-être le temple de Göbekli Tepe, on va en parler dans le film, et vous verrez que ce premier temple de l'humanité qui se situe en Anatolie, là on vient de faire encore de récentes découvertes, très récentes. Vous voyez, ça date du mois de juin, c'est vraiment très récent. Et ça étaye encore ce qu'on a pris dans le film. Hein. Voilà, donc voilà, vous me connaissez en gros, on va dire, par rapport à ma théorie. Ah, oui, on en parlera même peut-être après si tu veux. Mais voilà, donc ce qui s'est passé, c'est quoi, bon, moi je vais raconter vite fait. Donc je venais sortir mon premier essai qui était visuel à l'heure actuelle. Et voilà, donc ça se passait pas mal, je vendais pas mal. Et puis un jour, on s'est rencontrés avec Jean Raymond sur un groupe, un petit peu de chercheurs, vous savez, c'est pour Facebook, où bon, on dit un peu tout et n'importe quoi, enfin, voilà, illuminé, non, pas forcément. Et voilà, et il m'a dit, ben voilà, ça s'est pas passé, enfin, je vais vous rendre en vitesse comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait une dame aussi qui menait un petit peu ce groupe, et qui m'a dit, fais un peu de publicité pour ton livre, parce que vraiment ton livre est formidable, je l'ai vu, il est extraordinaire. Alors du coup, bah, je l'ai écouté, j'ai dit, bon bah allez, je vais mettre un petit peu de pub sur Facebook, sur ce groupe, et je me suis fait rembarrer, mais alors d'une force, par un certain monsieur Jean-Raymond Binet, ici présent, qui m'a dit, on ne veut pas de publicité, nous, les historiens à la gomme, les auteurs comme ça, nous ces publicités, on n'en veut pas, enfin bref, je me suis fait jeter, en beauté, et puis du coup, j'ai discuté un petit peu avec lui, et puis je me suis rendu compte que c'était, au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se un merdeur celui-là, et puis finalement, alors ça peut le garder. Mais, et puis je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de super, quelqu'un d'intelligent, de curieux, et un jour il m'a dit, on a fait connaissance, j'ai dit, voilà, je suis paléontologue, je suis spécialisée dans le Proche-Orient ancien, voilà, tout ce qui est de l'humanité, ça m'intéresse énormément. Et il m'a dit, moi aussi, j'adore ces sujets-là, mais moi je n'ai pas les bagages qu'il faut pour comprendre tout ça. Ouais, il m'a dit ça. Et il m'a dit une chose, il m'a dit par contre, je suis allé aux Canaries et j'ai découvert des trucs extraordinaires là-bas et on en parle très peu de ces îles Canaries. Et il m'a dit à Tenerife. J'y allais pour les ovnis au départ. Ouais, c'est vrai qu'il y allait pour tous les phénomènes ovnis. Et il s'est rendu compte qu'au niveau civilisation humaine, il y avait des choses absolument extraordinaires et qui parlait du dieu Enki, qui parlait des Sumériens et qui parlait des Égyptiens. On se demandait, alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, alors là, il est complètement à côté de la plaque, le pauvre garçon, parce que le Sumer, ça n'a strictement rien à voir. Et il m'a dit, eh ben chiche, on y va et tu verras. Elle m'a dit exactement, c'est historiquement impossible. Allez, je vais abréger Fada. Moi. Exactement. Donc je vais trouver, effectivement, pour la place. Donc j'ai trouvé des choses là-bas. Je ne sais pas dire quoi exactement, mais je les ai trouvées. Elle est venue avec moi. Et là, je pense qu'elle a fait une grosse claque. Alors là, il faut réécrire l'histoire. Et là, c'est ce que m'a fait voir. Oui, effectivement. Tu as raison, bon, quand j'y suis allée, je croyais qu'à moitié, finalement. Et puis là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui font qu'il est vraiment temps de réécrire l'histoire. Ça veut dire que dans l'île de Tenerife, effectivement, les Sumériens, qui étaient quand même qui avaient des flottes de commerce, hein, qui connaissaient très bien même l'Afrique, hein, qui sont descendus quand même jusque vers le Zambèze, etc. Et ça, on en a des preuves historiques. Et là, qui sont très certainement, ils ont passé les colonnes d'Hercule, qui sont entre le Maroc et l'Espagne, et ils ont connu les îles Canaries. Et c'est vrai qu'on ne va pas parler vraiment que des îles Canaries, parce que bon, c'est vrai qu'on est un petit peu hors sujet, mais il y a des choses absolument extraordinaires, et que les premiers habitants, qui s'appelaient les Conchesses, ont un résus O négatif, et tous, absolument tous. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que ce soit un héritage, je veux dire, sanguin, on n'est plus dans le... Non, là, il faut vraiment que ce soit presque une sélection. Donc là, déjà, c'est... Il y a 5 endroits dans le monde. On va passer un peu le fil, hein, on commence un petit début. Alors donc, je voudrais dire aussi une chose importante. Je m'appelle Jean-Raymond Binet. C'est important de le dire. Alors, je suis réalisateur du film.
par obligation, parce que bon chantage. Voilà, donc effectivement, donc Colette a fait tout le travail, merci beaucoup, parce que franchement, moi je voulais dire une chose très importante, c'est-à-dire que moi je suis complètement dans l'irrationnel. Là j'ai la science à côté de moi. Merci la science. Encore merci. Non, c'est vrai. Je blague fort. C'est vraiment le monde de la science. Il est ouvert. C'est le monde de la science. C'était si ouvert. On est les Mulder et Scully de la... On est vraiment, et beaucoup nous l'ont dit, et je te repasse le micro, les Mulder et Scully vraiment de moderne, parce que c'est vrai que autant je suis scientifique, autant il est vraiment dans l'irrationnel total, mais l'ensemble fait qu'on a vraiment réussi à aller beaucoup plus loin l'un et l'autre grâce à cette osmose. Dans certaines salles, puisqu'il y a ma collaboratrice qui est ici, qui cherche justement des salles de cinéma, donc il y aura certaines salles certainement dans lesquelles il sera diffusé, et on fera certainement une tournée dans les grandes villes de France, hein, comme Lyon, Marseille, Paris, bien sûr. Ils font des films, je crois, qui sont pas... Voilà. C'est des cinémas à thème. Déjà dans les cinémas à thème, et puis voilà. Donc, mais bien sûr qu'il sera vendu en DVD, hein, bien sûr, évidemment. Et ça dans, on va dire 2 mois, on se donne un petit peu de 2 mois en gros, hein, d'accord? Ça va être brouillé un peu. Alors, est-ce que cette première partie, c'est un tout petit bout évidemment de la première partie qui concerne les origines de l'homme, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous... Il y a quelque chose qui vous a interpellé, que, je sais pas, vous aimeriez avoir un petit peu plus d'explications à ce niveau-là? Quel est le rôle et l'importance du développement des lobes? Il semblerait qu'à l'origine, c'était le lobe occipital qui était développé, et que sinon le sapiens. Oui, effectivement. Alors là, on va rentrer dans d'autres détails, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que certains gènes avaient complètement modifié certaines parties du cerveau, notamment les parties où siègent les parties, on va dire, où l'homme va inventer toute la partie symbolique, abstraite, qui n'est pas très présent chez les singes, par exemple, chez les chimpanzés, chez les gorilles, etc. Alors que chez l'homme, il y a un gène dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle le gène FOXP2, qui va totalement changer la donne chez l'être humain et qui va apparaître à un moment donné. Mais on va reparler vers la fin du film, puisqu'on va parler. C'est une excellente question et je vais y répondre tout à l'heure, effectivement. On va parler de ce gène, car effectivement, ce gène va complètement modifier l'homme et il va surtout lui apporter le langage, le fait de pouvoir échanger entre eux, c'est-à-dire vraiment établir des réseaux sociaux qui n'existeront chez aucune autre espèce que la nôtre. On peut dire aussi que la théorie de l'évolution de Darwin, elle existe à peu près jusqu'à Néandertal, à un moment donné, il se passe quelque chose de nouveau, et qu'il y aurait plusieurs hypothèses qui coexistent. Effectivement. Alors l'évolution de Darwin, il faut... Enfin, je ne suis pas contre, hein. Attention. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais l'évolution de Darwin, alors il faut en prendre et en laisser. Voilà, c'est surtout ça. Je veux dire que l'évolution de Darwin, on ne peut pas faire autrement que... Bon, c'est vrai que nous continuons d'évoluer. Hein. À l'heure actuelle, la plupart des hommes n'ont plus de dents de sagesse, par exemple. Pourquoi? Parce que la mâchoire est en train de rétrécir. Voilà. Donc, évidemment, on continue hein, d'évoluer. Mais ça ne suffit pas à expliquer certaines choses. Alors, par exemple, à un moment donné de notre évolution, ou même au tout début de notre évolution, il y a moins 6 millions à moins 7 millions d'années environ, l'homme va se redresser. Il va devenir bipède, c'est-à-dire l'hominidé va se redresser, va devenir bipède. Non seulement ça, mais il va devenir droitier. Et nous sommes la seule et unique espèce à être bipède et à être droitière. Puisque c'est vrai que vous prenez n'importe quel singe, quel qu'il soit, et pratiquement ils sont tous ambidextres. C'est-à-dire qu'ils peuvent se servir par exemple de la main gauche et de la main droite. Or chez nous, nous sommes 95% de la planète à être droitiers. Déjà cette simple question, les paléontologues se la posent depuis longtemps, de se dire mais pourquoi nous sommes droitiers? Nous sommes la seule et unique espèce à être droitière. Je vais bien poser une question. Oui, alors allez-y. Qu'est-ce que vous faites des gauchers en ce moment? Alors, voilà. Alors, ça va, je m'y attendais. J'étais un peu étonnée de ne pas la voir, celle-ci. Alors, oui, effectivement. Alors, les gauchers, on va pas les laisser beaucoup, attention. Hein. Les gauchers et les ambidextres, ça existe toujours. Mais voilà, par exemple, vous avez, supposons que vous avez les yeux bleus tous les deux, et vous avez un enfant qui a les yeux marrons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas votre enfant? Pas du tout, c'est simplement ce qu'on appelle les gènes récessifs. Voilà, il y a des gènes qui vont faire que, automatiquement, on va avoir automatiquement une hérédité.
Mais quand on a des gènes récessifs, ça veut dire qu'on peut avoir à un moment donné, ce gène est présent chez l'enfant, mais il ne va pas se développer pour autant. Donc il va rester un peu en sourdine. Hein, mais il le possède quand même. Et au bout de deux générations, 3 générations, il va y avoir à nouveau des droitiers ou des gauchers, etc. Donc ça veut dire quoi? Que ce gène récessif, ça ne veut pas dire que la théorie que nous soutenons est fausse, c'est simplement que ces gènes récessifs existent pour tout un tas d'autres choses. Et notamment, par exemple, la couleur des yeux, dont on parlera un petit moment tout à l'heure. Hein. On en parlera dans le film. Voilà, exactement. Mais c'est une très bonne question, hein. On me la pose souvent, celle-ci. J'en aurais une deuxième, en fait, aussi, c'est faudrait-il s'entendre sur la définition de homme? Parce qu'en fait, elle parlait d'hominidé, mais je vais prendre le cas de la religion catholique qui dit que l'homme, c'est l'âme humaine, en fait, et que le corps, c'est le véhicule. Alors moi je parle de l'homme comme de la science, hein. Attention, hein. Moi il n'y a pas de côté religieux dans que l'âme humaine, etc. Moi je parle de l'homme au niveau processus, hein, hominidé, donc on connaît les australopithèques, on sait qu'ils vont venir, ensuite ils vont évoluer, il va y avoir donc Homo habilis, Homo erectus, etc. Donc là moi je parle vraiment de l'homme dans le sens physique. Maintenant il est un fait qu'après au niveau religieux, on peut parler de l'âme ou d'autres choses, ça c'est encore un autre domaine, et c'est important, hein, je ne dis pas le contraire, puisqu'on va vers une conscience. Mais il est un fait que plus on va vers, le modernisme de l'homme, c'est-à-dire plus on va vers Homo sapiens récent, et plus on va avoir un cerveau qui est capable d'abstraction, qui est capable de produire l'écriture, l'art, etc. Donc on va vers une conscience accrue, puisque sans conscience, même l'art n'existerait pas. Donc je pense qu'à un moment donné, les gènes qu'on a pu nous implanter, quelque part, moi j'en suis convaincue, ont amené quelque chose de plus chez l'animal que nous étions, c'est-à-dire le primate primitif du départ. Voilà. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec cette... Est-ce que vous pensez que notre cerveau il va continuer à diminuer pour arriver jusqu'à une prochaine évolution? Le cerveau, Une partie, je sais pas, la morphologie. Alors, peut-être un petit peu, mais je pense qu'on est peut-être arrivé à un stade, peut-être pas final, mais certains chercheurs de l'Institut Max Planck, par exemple, ont fait des recherches en ce sens. Et il est un fait que par rapport au gène FOXP2, il est un fait que, comme le dit un des chercheurs de cet institut, justement, il le dit précisément, il arrive un moment où plus on va, c'est assez complexe sans parler de génétique, c'est assez compliqué à expliquer parce que sinon je rentrerai dans des termes qui sont trop difficiles à comprendre, mais c'est vrai qu'il arrive un stade où on est, atteint, je vais dire, une sorte de perfection. Donc au niveau surtout du gène FOXP2. Et si on était au-dessus ou au-dessous, on va dire qu'on est un petit peu comme dans les constantes de l'univers qui sont parfaites, c'est-à-dire qu'au-dessus, au-dessous, on n'aurait pas l'univers tel qu'on le connaît maintenant. Je pense qu'on va arriver à un certain stade où on ne pourra plus vraiment évoluer dans ce sens-là. Maintenant peut-être dans un sens ou un petit peu, je ne dis pas. Mais à moins qu'il y ait une autre intervention ou quelque chose, parce que moi, voilà, je ne peux pas, je suis pas demain. Hein. Mais je pense que, voilà, on ne sait jamais, hein. Moi, voilà. Donc, c'est difficile de parler de l'avenir. Moi, je peux vraiment parler du passé. Mais maintenant, je ne suis pas la seule à le dire, voilà. Oui. Alors, première chose, je voudrais remercier 2 personnes ici dans la salle. Déjà, je vais commencer par Fabrice, hein, qui, grâce au Vimana, on avait donné une conférence ensemble ici. Merci Fabrice. On a vraiment eu une conférence géniale avec lui. Merci Fabrice. Et quelqu'un d'intervenant dans le film, hein, qui est là, tout gentil, tout modeste. Merci Voilà. Qui donne plusieurs conférences, qui est vraiment quelqu'un d'aussi modeste que gentil et d'agréable, vraiment qui est dans le film, et on est très 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 content de l'avoir parmi nous aujourd'hui, parce que bon, on a 2 autres intervenants, bien sûr, c'est Pietro Buffa avec qui je travaille, qui est généticien, et Mauro Bidino, que certains connaissent parmi vous, qui est philologue, c'est-à-dire il était traducteur au Vatican, et qui est devenu une grande vedette en Italie. Hein. Donc voilà, c'est des gens avec qui j'ai eu d'une intervention qui vient de ce qu'on appelle les dieux qui viennent des étoiles.
comme dit Michel dans le film, c'est vrai qu'ils viennent du confin du ciel, c'est aussi dans la Bible, c'est également dans les textes fondateurs, c'est-à-dire que la Bible, pour moi, c'est une sorte de plagiat des textes, pas pour moi d'ailleurs, c'est des textes, ce qu'on appelle des textes fondateurs sumériens, c'est-à-dire que ces textes-là sont beaucoup plus complets, ils sont... vraiment, ils sont tellement complets qu'il y a même des petits détails extraordinaires que plus on les étudie et plus on se rend compte qu'ils n'ont pas pu, avec les moyens qu'on leur prête, pouvoir dire des choses pareilles. Et on retrouve dans la Bible, par exemple, des petits détails infimes. Mais par exemple, on va dire, par exemple, Adam, il a été endormi profondément pour lui prélever une côte pour fabriquer Ève. Est-ce que vraiment un Dieu qui avait besoin de l'endormir comme ça? Est-ce qu'on a presque l'impression qu'en lisant entre les lignes, on a à voir avec une anesthésie, pratiquement. Donc il y a plein de choses comme ça. Et ça, c'est Mauro Biglino qui le dit, à travers, quand il étudie, il prend l'hébreu, vraiment, il va voir vraiment les racines qui composent la Bible, parce que la Bible a été écrite en plusieurs livres, il y a donc plusieurs écrivains qui l'ont écrit. Il y avait tout un corpus d'écrits sacrés à l'époque du Christ, et voilà, il a étudié tout ça, il a vraiment, et il dit, bon voilà, la Genèse, c'est pas du tout ce que ça donne l'impression d'être. Donc voilà, dans les livres, j'explique longuement, et si ça vous intéresse vraiment de savoir comparer un petit peu la Genèse qu'il y a dans la Bible et les textes fondateurs, là, dans le second essai, celui qui va sortir en mois d'octobre, là vraiment, je rentre dans des détails très poussés, et vous verrez que là, au bout de compte, quand on a étudié tout ça, on se dit, bah, c'est bien sûr, c'est tellement évident qu'on ne peut pas... Voilà, moi j'attends que, si vraiment des zététiciens, des gens qui veulent être contre la théorie que je vais avancer au mois d'octobre, je dis, ben, bon, ok, je veux bien, mais alors donnez-moi les contre-arguments et apportez-moi maintenant la preuve du contraire. Et là, je veux dire qu'ils vont avoir des soucis. Franchement, qui nous dit ? Notre processus évolutif ne pourrait-il résulter d'une manipulation de notre génome, d'une intervention biogénétique visant à mener nos ancêtres primates vers l'homme tel qu'il est aujourd'hui ? Alors déjà, bravo pour les belles images, parce que vraiment, c'est chaque fois quelqu'un qui était compositeur de musique et qui a vraiment une fibre artistique incontestable. Voilà, c'est pas son métier premier, mais c'est vrai que la réussite est vraiment magnifique. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment... C'est magnifique, à chaque fois je suis bluffée par la beauté des images. Alors donc là vous avez vu des passages évidemment, donc il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé là aussi peut-être, sinon est-ce que bon, par exemple vous avez vu Göbekli Tepe, le fameux pilier 43, donc il y a plein d'autres choses, je dis dans le film, qu'à un moment donné c'est vrai qu'il y a énormément de symboles. Alors je ne sais pas si... est-ce que vous connaissez tous le temple de Göbekli Tepe déjà, première chose? Non, d'accord. Alors le temple de Göbekli Tepe, il a été retrouvé en Anatolie, vers la frontière syrienne, en 1995. C'est le découvreur Klaus Schmidt, qui est décédé malheureusement, qui faisait partie d'une équipe allemande, qui l'a fouillé jusqu'en 2010 au moment de son décès, qui a été repris toujours par une équipe allemande. C'est un temple, si vous voulez, malheureusement on n'a pas pu y aller, alors que nous avions projeté d'y aller, mais le problème, c'est le gros problème géopolitique, c'est-à-dire qu'à la frontière syrienne, on nous a vraiment dit de ne pas y aller. Patrice Pouillard, que vous connaissez peut-être, la révélation des pyramides, voulait y aller aussi, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait, on y va pas et tout, et puis il n'est pas allé non plus, parce que le danger est trop grand. Voilà, à la frontière syrienne, c'est vrai que, donc on n'est pas allé. Et voilà pourquoi nous vous avons montré les images de Minorque, parce qu'on regrettait de ne pas... On a eu quelques images évidemment de Göbekli, de ce sanctuaire phénoménal. C'est le premier temple, le plus vieux temple de l'humanité découvert à ce jour. Il date d'environ moins de 12 000 ans. Les enceintes qui sont encore non découvertes datent peut-être de moins 14 000 ans. Donc c'est vraiment très ancien, c'est néolithique. On est avant l'agriculture, on est avant la sédentarisation, donc c'est extrêmement vieux.
Et voilà, donc on a décidé de partir à Minorque. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le temple de Minorque, ce qu'on appelle les tolas, c'est-à-dire ces piliers hantés, ressemblent fortement, on va dire quand même, à ceux de Göbekli Tepe. Pourquoi on s'est intéressé spécialement à Göbekli Tepe? Vous devez vous dire, mais pourquoi Göbekli par rapport à l'émergence de l'homme? Quel est le rapport? Pardon? C'est le plus ancien. Oui, c'est le temple le plus ancien. Alors c'est pas aussi, ce n'est pas que pour ça. C'est-à-dire que le temple anatolien, il faut le situer, l'Anatolie, c'est en haut des monts du Taurus. Et si vous descendez en bas, vous descendez le Tigre et l'Euphrate. Et en bas du Tigre et l'Euphrate, vous avez la plaine de Sumer. Les Sumériens se sont implantés beaucoup plus bas, mais dans le couloir, on va dire, de la plaine de Sumer, qu'on appelle Éden, donc voilà, c'est là que va commencer, on va parler de la toute première civilisation sumérienne à partir de là. Mais cette civilisation, elle n'est pas apparue comme ça, d'un claquement de doigts. Elle est apparue parce que toutes sortes de proto-civilisations qui étaient en Anatolie, qui étaient en Turquie, étaient déjà là pour amener cette civilisation aboutie, cette extraordinaire civilisation qu'ont fabriqué les Sumériens. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, il était temps de parler de Göbekli parce que justement, les Sumériens en parlaient comme le tertre sacré. C'est le nom de notre film. Le tertre sacré, c'est la chambre de création. Dans les textes, il est dit, les dieux venaient des étoiles, ils s'appelaient les Anunnaki, c'était des géants, et quand ils sont arrivés sur Terre, ils sont arrivés au mont Dooku, c'est-à-dire la montagne sacrée. Et la montagne sacrée, c'est là où l'homme va découvrir la sédentarité, va découvrir l'agriculture, va connaître le blé, par exemple. Or, on sait que le blé, et peut-être certains ne le savent pas, le blé n'est pas apparu n'importe où. Le blé va apparaître sous une forme d'herbe céréalière, on va dire, un peu particulière qu'on appelle l'engrain. Et cette céréale n'apparaît qu'en Turquie, qu'en Anatolie, que sur le mont Dooku. Donc voilà, il ne va pas apparaître ailleurs que là. Donc c'est là aussi un des points très très intéressants de tout ça, c'est-à-dire que les Sumériens vont dire, ben voilà, les dieux vont arriver dans la chambre de création, c'est là qu'ils vont fabriquer l'homme, c'est là que l'agriculture va naître, parce que le blé va naître ici, et que sans le blé, qui est la nourriture élémentaire de l'humanité, sans le blé, ben, l'homme ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le blé, ça fait vraiment... Et non seulement le blé, mais il faut se dire qu'à partir de cette céréale va naître pratiquement toutes les autres céréales. Elles vont dériver de cette première céréale qu'on appelle l'engrain. Donc voilà. Et elle va apparaître là particulièrement, et pas dans d'autres pays. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et comme je l'explique dans toujours pareil, la seconde partie de mon essai, c'est vrai que cette céréale est très très particulière. Le blé a des particularités génétiques absolument uniques. C'est-à-dire que c'est vraiment la plante ovni par excellence parce qu'elle ne ressemble à aucune autre plante. Et quand on l'étudie vraiment, on se rend compte que cette plante, elle n'a rien à voir avec les autres plantes terrestres. Et ça, je m'appuie bien sûr sur des gens qui sont vraiment des spécialistes au niveau des plantes, du blé, de la génétique des plantes, etc. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Voilà, alors la chambre de création, comme dit Jean-Amand, effectivement, on ne va pas pour d'autres raisons, c'est notamment pour l'humiliation, puisque la chambre de création, c'est vraiment dans le film, les Sumériens disaient, ben voilà, l'homme a été créé par Enki, il n'a pas été créé à partir de rien, comme on dit dans la Bible, mais il a été, les dieux ont apposé l'image des dieux sur la créature primitive. C'est dans les textes, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont vraiment les textes. C'est pas Michel qui va dire le contraire. Toi qui es spécialisé un peu dans les Anunnaki, c'est vraiment, c'est dans les textes, ce n'est pas, je ne l'invente pas, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup qui le disent. Et voilà, donc il y a plein de choses comme ça, donc on parle aussi du caducée, on parle... Pardon, vous voulez... Ah oui, pardon. Oui, moi ce qui m'étonne dans ces constructions, mais comme les mégalithes en Bretagne, c'est d'abord le gigantisme, c'est-à-dire pour l'époque, la technologie employée. On parle de chasseurs-cueilleurs donc disséminés sur un territoire assez grand. Comment faisaient-ils pour se rassembler à un moment donné et sur quel laps de temps pour se dire tiens, aujourd'hui on va construire un truc, ça va nous prendre peut-être 20, 30, 40, 50 ans.
Et on va se réunir pour construire ce truc-là. Et moi, c'est des choses qui m'étonnent. pertinent. Très Ça pertinent. m'étonne énormément. Et c'est la même chose pour les mégalithes. Et c'est avec ça. Oui, c'est-à-dire que comment, alors qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour réunir les 150 ou 200 personnes qui sont ici, eh ben, il faut passer par des moyens modernes, le mail, ça prend du temps. C'est étrange aussi, ce sont les outils employés. Et les outils employés. Alors comment faisait-il à cette époque-là pour communiquer de tribus qui se trouvaient souvent distantes de plusieurs kilomètres? Voilà. Alors il y a un grand spécialiste qui s'appelle Thor Heyerdahl, que vous connaissez peut-être, qui est le Kon-Tiki, qui a prouvé par A plus B qu'on pouvait traverser le Pacifique avec un radeau. Voilà. Exactement, il est à Tenerife aussi, donc voilà. Alors, il a prouvé par A plus B, puisqu'il s'était beaucoup intéressé aussi à l'île de Pâques par rapport au Moai, donc voilà. Il a dit, effectivement, pour construire Gobekli Tepe, et d'autres spécialistes sont entièrement d'accord, il faudrait 500 personnes, 500 ouvriers pour, à temps complet, je veux dire 500 ouvriers pendant au moins 20 ou 30 ans pour commencer à monter une enceinte de ce type. On a des piliers qui font 16 tonnes, 5 mètres 50, c'est gigantesque. On n'a même pas inventé la corde à cette époque-là, attention, parce qu'on a des fibres évidemment de chanvre, de choses comme ça naturelles, mais vous soulevez un petit poids de rien du tout, la corde se casse, ça n'a rien à voir avec les cordes modernes, évidemment. Donc il faut savoir que la carrière où on extrayait ces piliers de 16 tonnes, elle était à entre 300 et 500 mètres plus bas. Et on a, Gobekli est monté sur une colline qu'on appelle un tel. Le tel, c'est la colline artificielle. Donc voilà. Donc il fallait non seulement les traîner sur du plat, mais il fallait les traîner en montée. Donc c'est absolument phénoménal. Donc déjà, à cette époque-là, on est au néolithique. Ce sont comme vous disiez, des chasseurs-cueilleurs. Et le propre des chasseurs-cueilleurs, c'est d'abord qu'ils sont en petits clans nomades. Ils ne sont pas tous réunis en clans, loin de là. Et quand ils arrivaient à un endroit, ils avaient ce qu'on appelle la mobilité saisonnière. C'est-à-dire tous les 6 mois, ils se déplaçaient parce que sinon c'est la pénurie alimentaire. Il fallait qu'ils chassent, qu'ils cueillent, etc. Donc après, il n'y a évidemment plus rien à manger sur un site. Et là, on parle de 20 ans. Donc voilà. D'autre part, on sait qu'il n'y a pas d'eau potable dans les environs. On n'a pas retrouvé de vaisselle, on n'a pas retrouvé de foyer, quoi que ce soit sur le site. Donc ce site, on a retrouvé des couteaux en obsidienne, on a retrouvé certains matériels de construction, mais absolument rien qui fasse penser que des gens aient pu manger, cuisiner, se nourrir sur place. Donc on a l'impression qu'ils ne se sont pas alimentés non plus. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très très curieuses. Ce qui est étrange, c'est que ces piliers sont aussi lisses que le marbre. Alors ça, vous posez des questions. Est-ce qu'on peut parler pour Gobekli Tepe de monuments de réemploi? C'est-à-dire qu'en fait, construit par une autre civilisation, peut-être réutilisé par l'homme. Est-ce que les gravures qu'on voit sur les piliers